Bonjour tout le monde et bienvenue à cette assemblée publique. Je m'appelle Boran Zaza, j'utilise le pronom elle et je suis la directrice des communications et du développement à Orchestre Canada, Orchestras Canada, l'Association nationale des orchestres canadiens. Je ferai une description visuelle de moi-même. Donc, je suis une femme de 30 ans, j'ai les cheveux roux. Je porte un t-shirt blanc et un veston bleu foncé et il y a un piano derrière moi. J'ai l'air d'une personne blanche, mais je suis d'origine moyen-orientale. Je suis kurde et le français est ma quatrième langue, ce qui explique mon accent. Et il se peut qu'une belle chatte apparaisse ici et là pendant que je parle, donc si on a la chance. Elle s'appelle Aria. Je me suis installée à l'île de la Tortue au Canada il y a 5 ans. Et depuis, j'ai beaucoup appris sur les gardiens de cette terre et je veux prendre un moment pour reconnaître la nation Kanien'kehá:ka comme les gardiens de Tiohtià:ke, Montréal, la terre sur laquelle je vis et travaille. Je vous invite à considérer les personnes sur les terres traditionnelles où vous vivez et travaillez et à considérer votre propre rôle dans la promotion de bonnes relations avec les gardiens de longue date de cette terre. J'ai quelques notes techniques à propos de notre assemblée d'aujourd'hui. Donc, la présentation d'aujourd'hui dure environ 40 minutes et il y aura une période de questions et discussions de 15 à 20 minutes à la fin. La présentation sera enregistrée, mais la période de questions-réponses et discussions ne le sera pas. Veuillez utiliser la boîte de discussion, le chat, pour poser vos questions pendant la présentation. À la fin, pendant la période de questions-réponses, vous êtes invité à ouvrir votre caméra et vous pouvez lever la main et parler et poser des questions, étant donné que nous sommes un petit groupe. Donc, le SO, Leadership sectoriel des arts pour l'urgence de la transition écologique, est un nouveau réseau des réseaux qui mobilise le secteur des arts et de la culture face à l'urgence climatique. Au cours de cette assemblée, nous allons apprendre davantage sur le SO et sa vision de la façon dont les orchestres, les musiciennes et les organismes artistiques peuvent répondre à la crise climatique. C'est une occasion de découvrir des ressources et des réseaux qui vous permettront d'apporter des changements dans votre vie, votre orchestre et votre communauté. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter Anthony Garofali-Auger, fondateur et membre du cercle de coordination de l'ESO, et Judy Pearl, cofondatrice de l'ESO. Anthony et Judy, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui et je vous laisse la parole. Merci. Bonjour, merci à Boran pour votre chaleureuse introduction et merci à vous tous de vous joindre à nous. Et merci à Orchestre Canada de nous avoir permis de tenir cette conversation. Le SO est une nouvelle organisation qui a moins d'1 an et qui travaille à un lancement public dans les prochains mois, en mai, on espère, mi-mai. Et nous cherchons activement à établir de nouvelles relations dans le secteur des arts et de la culture au Canada. Nous sommes donc ravis d'être ici avec vous aujourd'hui. Et juste des introductions, moi c'est Anthony Garofali-Auger. Je travaille comme responsable politique et des affaires gouvernementales à un organisme qui s'appelle l'Unité Urgence climatique. Je travaille dans le milieu de l'environnement depuis plus de 8 ans. Je suis, pour les gens qui ne peuvent pas me voir, un homme blanc. Je porte une chemise avec des lignes blancs et bleu et je suis en ce moment dans une salle avec quand même beaucoup de livres et des masques autour de moi. Et je viens de Montréal, Tiohtià:ke, qui est sur le territoire non cédé du Kanien'kehá:ka. Et aujourd'hui, j'ai ma collègue Judy Pearl qui va se joindre à nous, productrice associée théâtre anglais au Centre national des arts. Et nous avons aussi avec nous des membres de notre réseau, dans notre cercle de mission de Scale, Tanya Kalmanovic, qui est professeure adjointe de New School à New York, dans la faculté et dans le New England Conservatory.
et est une co-investigatrice principale du New York University Future Arts Lab, une créatrice du groupe du projet Tarzan Songbook. Et aussi, on a Myrane Faraday, directrice générale Ottawa Chamberfest. Et j'espère qu'on va faire partie des discussions après. Donc, je vais passer ça à Judy pour se présenter rapidement puis de parler un peu de l'ESSO. Merci beaucoup, Anthony. Alors, moi, c'est Judy Pearl. Comme Anthony a dit, je travaille normalement au Centre national des arts dans le département de théâtre anglais. Je suis une femme de presque 50 ans et je porte aujourd'hui une chemise brun avec j'ai des cheveux bouclés et je suis dans mon chambre avec une blurry background. Je ne sais pas comment dire ça en français parce que le français, c'est mon deuxième langue. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi avec mon accent pas tellement bon, mais je vais faire de mon mieux. Je vous parle aujourd'hui du territoire non cédé des Algonquins Anishinaabe, autrement dit, c'est Ottawa. Et je vous remercie alors Carte Canada pour nous avoir donné cette opportunité de vous parler aujourd'hui. C'est très gentil, merci beaucoup. Anthony, Tanya, Myrane et moi sommes membres du cercle de mission de l'ESSO. Nous sommes un groupe de travailleurs artistiques dévoués réunis au printemps de 2021 pour jeter des bases de l'ESSO, avec pour mandat de favoriser une réponse coordonnée, artistique et percutante du secteur artistique et culturel canadien à l'urgence climatique. L'ESSO sert de centre national pour élaborer une stratégie, harmoniser les activités et renforcer la capacité de leadership du secteur des arts et de la culture du Canada dans l'urgence climatique. À quoi vous attendre? Alors, on va commencer avec pourquoi l'ESSO, l'urgence climatique. Qui est quoi est l'ESSO? Les 3 modes d'engagement, comment cela se traduit-il pour les orchestres? Finances, gouvernance, sponsorship et action politique. Et finalement, 10 choses que vous pouvez faire dès maintenant. Et ensuite, Anthony, je passe à toi. Merci. Donc, le 27 septembre, on a 2019, on a une photo, mais à travers le Canada, plus d'1 million de Canadiens ont rejoint les étudiants grévistes à travers le monde entier pour réclamer une action immédiate contre les changements climatiques, mais aussi pour dénoncer l'inaction des gouvernements. Et on a une photo de Greta Thunberg. Peut-être il y en a entre vous qui nous joignent de Montréal, mais il y avait à peu près 500 000 personnes et c'est une photo de Greta Thunberg devant la foule proche de Place Bonaventure. C'était un moment clé dans la nouvelle phase du mouvement mondial pour le climat. L'année précédente a vu la création de groupes dirigés par les citoyens tels que Fridays for Future, Extinction Rebellion, Culture Declares Emergency, La planète s'invite au Parlement au Québec et d'autres qui ont dominé la couverture médiatique au Québec et au Canada en 2019. Le mouvement pour le climat a perdu un peu de son élan à cause de la pandémie mondiale, mais est toujours bien là et vivant et a besoin de nouveaux voix. Donc, cependant, en août de l'année dernière, le GIEC a publié la première partie de son 6e rapport d'évaluation sur la science physique des changements climatiques, réaffirmant ce qu'on le savait depuis un certain temps, que les preuves scientifiques sont claires. L'homme est sans équivoque responsable pour la dégradation du climat que nous connaissons et il nous reste que quelques années pour vraiment changer radicalement de cap avant de nous enfermer dans un niveau de réchauffement catastrophique. En février, ils ont sorti leur 2e partie de leur rapport. Les montées des eaux, les conditions météorologiques extrêmes, la disparition des biodiversités, la spirale des inégalités, les millions de réfugiés climatiques, les conflits mondiaux alimentés par le climat. Le changement climatique, le grand multiplicateur des menaces, n'est pas quelque chose dans le futur, mais il est ici maintenant. Et c'était un rapport sur les impacts des changements climatiques. Le marge de manœuvre dont dispose l'humanité pour maintenir l'augmentation de température en dessous ou à 1,5 degré et éviter les pires impacts des changements climatiques se réduit rapidement. L'ONU appelle cette décennie la décennie d'action pour un avenir viable, le plus important dans l'histoire de l'humanité
et appelle pour une réduction d'à peu près 7,6 par année chaque année, cette décennie des gaz à effet de serre. Un effort bien plus important, il faut le marquer, que ce que notre gouvernement s'est engagé à faire actuellement. Et aussi, il y a la notion de justice climatique qu'on aimerait parler pour mettre l'enjeu en contexte. Mais la justice climatique est inhérente à ce changement radical vers la durabilité qu'on a besoin. Il reconnaît que ceux qui sont en première ligne des communautés confrontées aux pires impacts sont les plus souvent ceux qui ont le moins contribué à la crise, ainsi que les plus vulnérables à ces dangers en raison de la précarité sociale et économique existante. L'action en faveur du climat est indissociable de l'action en faveur des droits fonciers, autochtones et de la réconciliation, ainsi que des questions d'équité raciale, sexuelle et économique de toutes sortes. Par exemple, le GIEC se réfère à la littérature qui montre que ce sont le mode de vie et la consommation des individus dans les pays les plus riches qui est en train de vraiment accélérer les changements climatiques. Les 50% des plus pauvres de la population mondiale sont responsables qu'environ 10% des émissions de gaz à effet de serre totales, alors qu'environ 50% des émissions dans le monde peuvent être attribuées à la consommation des 10% des plus riches. Cela dit, le rapport montre également qu'il est possible d'agir sur les changements climatiques tout en garantissant que chacun a un niveau de vie décent et l'accès aux services essentiels. L'un des principaux défis que ça démontre et auquel notre société est confrontée consiste à redéfinir ce que est la richesse de la classe moyenne et la vie agréable. Le GIEC souligne que les chercheurs montrent que la notion de statut social est très importante dans les choix de consommation très polluants. En revanche, le fait de considérer les comportements écologiques comme un statut social élevé constitue une stratégie prometteuse pour la réduction des émissions. Nous n'essayons pas ici de rejeter la faute sur les individus, mais ce que je veux souligner ici, c'est que la culture contribue à stimuler la demande et la consommation et qu'une transformation culturelle est nécessaire parallèle à tous les autres changements qu'il faut faire dans notre économie. Merci, Anthony. Est-ce que tu peux aussi nous donner une toute petite description de l'image? Oui. Donc, l'image, c'est quelqu'un avec un clavier dans une poche de glacier et de montagne. Je ne sais pas exactement où. Mais ouais, donc un écrivain dans la nature. Merci. Alors, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui nous a conduits à toutes ces crises interdépendantes, est un monde que nous avons créé de toutes pièces. L'humanité est collectivement l'auteur de ce monde. Comment pouvons-nous alors chercher à le changer? L'urgence de la crise climatique et écologique exige que le secteur canadien des arts et de la culture se mobilise pour se transformer et transformer la société dans son ensemble. C'est l'occasion pour nous de prendre les devants. L'image. C'est une image de sol dans une barrière, désolé, un barrel, mais du sol avec une plante. Donc, ça a l'air de quelqu'un qui va préparer pour planter des plantes. Merci. Alors, pour être clair, cela va bien au-delà de l'écologisation de nos propres opérations, ce que ne diminue en rien toutes les choses importantes que nous faisons et ferons pour réduire notre impact environnemental. Un principe général du mouvement pour le climat veut que nous consacrons 20% de nos efforts à la réduction de l'empreinte carbone individuelle et 80% à l'action collective en faveur du changement systémique. Si les mesures visant à rendre nos activités plus écologiques sont sans aucun doute importantes, elles ne sont pas propres au secteur artistique. Elles sont simplement ce que tout secteur doit faire pour relever le défi d'une transformation rapide et profonde. Et là, on a une image de statue qui représente les gens qui vivent dans des pays qui vont être impactés par les augmentations de niveau de mer. Et c'est des statues qui sont sous l'eau.
Merci. Alors, la question que nous devons nous poser est la suivante. Quelle est la proposition de valeur unique des arts? Qu'est-ce que c'est que seuls les arts peuvent faire pour mobiliser la société vers la transformation nécessaire? Anthony? Oui, et là, on a des gens qui ont leur tête dans le sable, comme vraiment peut-être une cinquantaine de personnes avec leur tête dans le sable. Merci. C'est un photographe fait par un artiste. Nous sommes confrontés à une crise de courage et surtout à une crise d'imagination. C'est l'appel lancé aux artistes et à notre secteur. Oui, et là, on a des arbres avec du neige et il y a un card vert qui dit « We need a change of heart ». Il ne s'agit surtout pas d'instrumentaliser l'art pour communiquer des faits scientifiques. Nous sommes noyés sous un déluge de faits depuis des décennies. Et pourtant, l'approche en savoir plus, ne se sentir plus mal, n'a pas déclenché de changement nécessaire. Pour faire bouger les choses en matière de climat, nous devons nous tourner vers les artistes non pas en tant qu'agents d'information, mais en tant qu'agents d'imagination, de ce qui pourrait être plutôt que de ce qui est. Ils doivent fournir l'énergie vitale nécessaire pour nous tirer vers l'horizon imaginatif d'un avenir vert et juste. Et là, on a une photo d'un forêt et c'est un sculpture par un artiste basé sur un livre de Paul Herding et ça montre entre deux arbres un mur avec une entrée. Et le mur est fait de morceaux d'arbres. La tâche qui nous attend n'est rien moins que la transformation de notre culture. N'est-ce pas là le domaine réservé des artistes? Les artistes et le secteur des arts et de la culture dans son ensemble doivent reconnaître que c'est à nous de montrer la voie. Le SO est animé par la conviction qu'une collaboration inclusive et de grande envergure, à la fois au sein et au-delà de notre secteur, élèvera notre travail vers les points de basculement transformationnels cruciaux nécessaires pour changer fondamentalement nos normes culturelles à travers la société, du consumérisme à l'intendance et de l'extraction à la régénération dans cette décennie critique d'action. Il existe de nombreux exemples d'excellentes initiatives à l'intersection de la culture et du climat au Canada. Par exemple, l'organisation populaire Artists for Real Climate Action, Music Declares Emergency, la coalition des musées pour la justice climatique, la commission permanente sur la transition écologique de culture Montréal, entre autres. Cependant, nous manquons actuellement d'une structure permettant d'aligner ces initiatives, de développer une stratégie nationale et d'activer le leadership du secteur dans son ensemble dans la transformation culturelle nécessaire et urgente. C'est cette lacune que le SO vise à combler. Le SO vise à être un réseau de réseaux pour ceux qui travaillent à l'intersection du climat et de la culture au Canada, de renforcer la capacité de leadership du secteur dans l'urgence climatique, de favoriser une collaboration inclusive et de grande envergure pour augmenter le volume et la portée des arts climatiques au Canada, de faciliter l'alignement des activités, de développer une stratégie nationale, d'être la voix collective des arts et de la culture au Canada face à l'urgence climatique, d'être une plaque tournante permettant aux leaders canadiens des arts climatiques d'entrer en contact avec des mouvements similaires à l'échelle internationale, et mobiliser les artistes et les organisations artistiques pour qu'ils reconnaissent et assument leur rôle essentiel en première ligne de la crise climatique, en mettant leur imagination au service de la transformation. Quels sont les résultats possibles du travail de l'ESO? Des changements dans la politique artistique et culturelle en intégrant efficacement la politique climatique dans celle-ci. Développement de nouveaux outils, méthodologies et alliances stratégiques pour un impact accru.
un changement des valeurs sociétales qui délaisse l'extractivisme et le consumérisme au profit de l'intendance et de la régénération, modifiant fondamentalement notre relation avec le monde naturel. Et enfin, une vague de soutien public en faveur d'une action climatique plus ambitieuse, accélérant la transition vers un avenir vert et juste. Merci, Julie. Et là, on aimerait maintenant vous parler des 3 modes d'engagement dans les arts climatiques qui empruntent le travail de l'ESSO. Et le premier, c'est l'écologisation du secteur, ou verdir le secteur, c'est mesurer et minimiser les impacts climatiques et écologiques associés à nos activités. Ce travail est déjà bien avancé. Sous la direction des outils Creative Greens Canada, il s'agit d'un projet fondamental visant à adapter au contexte canadien des calculateurs de carbone spécifiques à un secteur, au secteur culturel, et d'abord développé au Royaume-Uni il y a 12 ans. Ce travail est incontestablement important pour notre secteur, mais encore une fois, il n'est pas différent de la responsabilité de tous les autres secteurs. Le deuxième mode est celui de l'amélioration de l'image ou d'améliorer le profil de l'enjeu, l'utilisation de moyens artistiques pour communiquer les résultats scientifiques. La majorité des arts climatiques existantes relèvent de cette catégorie. Ces œuvres reflètent souvent le chagrin, l'anxiété, le désespoir liés au climat, une étape nécessaire que nous devons traverser avant de nous orienter vers l'espoir et l'action. Sur ce mode, l'objectif est d'accroître la sensibilisation, l'inquiétude et la réactivité. Mais comment développer ce travail-là? Et finalement, le troisième mode consiste à réécrire le monde, en activant le leadership des artistes pour imaginer collectivement une relation transformative avec le monde naturel, en ralliant les citoyens avec le courage et cœur pour se battre vers ces visions d'un avenir vert et juste. Le mode 3 s'oppose à l'approche savoir plus ou se sentir mal de mode 2. Il s'agit d'un appel explicite et urgent à sortir de ce statu quo, de maintenir de manière joyeuse, accueillante, exubérante et responsabilisante. Ce troisième mode reste mal compris et dispose de peu de ressources, mais nous pensons qu'il recèle le potentiel le plus inexploité pour que les arts mènent la transformation radicale de la société afin de garantir un avenir durable. L'un des principaux objectifs de l'ESSO est donc d'accroître la mobilisation de connaissances et la diffusion de recherches sur ces nouvelles formes de pratiques, ainsi que sur les théories de changement qui les accompagnent, de manière à déployer toute la capacité de notre secteur dans les exercices de création du monde dont dépend notre avenir. Comme l'écrivait récemment le romancier poète Ben Okri dans le Guardian, un nouveau existentialisme s'impose. Non pas l'existentialisme de Camus et de Jean-Paul Sartre à l'esprit négatif et stoïque, mais un existentialisme courageux et visionnaire, où, en tant qu'artistes, nous consacrons notre vie à rien de moins qu'à refaire la société. Nous reviendrons bientôt sur les 3 modes d'engagement, plus spécifiquement comment ils sont reliés aux orchestres, mais arrêtons-nous un instant pour réfléchir à ce que pourrait être une nouvelle relation entre les orchestres et le climat. Donc, quels sont certains des obstacles à l'engagement du domaine orchestral dans l'urgence climatique et comment pouvons-nous les convertir en opportunités de réinvention et de renouvellement? Mais la musique classique est étroitement liée à des structures comme le colonialisme et l'impérialisme et à leur héritage inéquitable. Démanteler ces structures dominantes n'est pas aussi simple que de changer de répertoire, par exemple en réduisant Beethoven et en commandant plus de femmes, de compositeurs non-binaires et de BIPOC. Il s'agit de révolution et de renouveau. En d'autres termes, ce n'est pas juste ce que vous jouez, c'est la manière dont vous le jouez. Nous pouvons prendre les mêmes outils et les utiliser pour faire de nos orchestres des milieux de communauté, de connexion, de réciprocité et d'action climatique. Et l'Orchestre canadien sont prêts à ouvrir la voie.
un excellent travail il se fait déjà ici. Par exemple, les orchestres canadiens peuvent s'appuyer par le travaux pionniers comme l'étude et le rapport de 2019 de Orchestre Canada. L'orchestre retentit, et donc il y a une photo du rapport de l'orchestre retentit. Les auteurs plaident pour un changement de vision du monde, passer de modèles colonialistes, eurocentriques et internationalistes à des systèmes flexibles et complexes qui reflètent une relation plus profonde avec la communauté locale. 2 points à retenir parmi tant d'autres. Le local prime sur le global. Pierre Baillet a écrit que pour que la diversité soit enrichissante, il nous faut une grande sensibilisation à l'égard des environnements locaux, des besoins, des souhaits et de la curiosité. Et nous pouvons concevoir et définir l'avenir de ce domaine. Atariwala dit que, il a dit ça dans le rapport, les administrateurs d'orchestre et les directeurs artistiques ont la capacité de redéfinir la vision de l'expression artistique orchestrale au Canada. Et en quoi les orchestres sont-ils bien placés pour s'engager dans la crise climatique? Il y a multiples modes d'engagement. La question est de savoir où vous voulez vous brancher. Tout boulot où l'on peut penser en quoi notre travail contribue à la crise climatique fait partie de la solution climatique. Cela signifie qu'il peut s'agir de la direction artistique, du développement, de la gestion des installations, du marketing, de l'expérience du public, de la programmation éducative et de l'engagement communautaire. Et les orchestres sont particulièrement bien placés pour apporter une contribution. Par la confiance, les organismes artistiques ont le pouvoir de la confiance publique. C'est précisément pour cette raison que les compagnies de tabac et les compagnies pétrolières cherchent à nous sponsoriser. Et par le lieu est inscrit dans le nom des orchestres. Nous devons gagner notre place dans la communauté et nous pouvons utiliser notre place pour imaginer et puis mettre en œuvre les futurs vivables. Et par l'empreinte, les orchestres, y compris le ballet et l'opéra, représentent un pourcentage important du financement des arts. Les salles de concert sont les lieux de référence pour les citoyens. Nous disposons d'une plateforme pour faire la différence. Les petits gestes que nous posons auront une grande portée. La musique classique en est juste à ses débuts. Dans le monde entier, le domaine de la musique classique s'est engagé de manière inégale dans les questions climatiques, mais cela signifie une opportunité. Il existe une multitude de modèles provenant d'autres domaines des arts et de l'action et d'autres manières de faire de l'action sociale dont nous pouvons nous inspirer. Et la musique est intégrée en tant d'autres formes artistiques comme film, théâtre, danse, opéra, théâtre musical. Et nous pouvons tirer parti de ces relations pour créer de nouveaux réseaux et de nouveaux modèles. Et revenons maintenant aux 3 modes d'engagement et examinons quelques exemples à l'intersection du climat et de la culture. Et donc, on a le logo de l'outil Creative Greens Canada. Et j'en ai parlé un peu avant, mais l'outil Creative Greens Canada, le calculateur de carbone, sera lancé au Canada le 22 avril, donc la semaine prochaine, la Journée de la Terre. Il s'agit d'un ensemble d'outils gratuits de calcul et de rapports sur le carbone qui permettent aux organismes artistiques et culturels d'enregistrer, de mesurer et de comprendre les impacts de leurs activités. Les outils Creative Greens sont utilisés par des milliers d'organisations dans 50 pays et bientôt au Canada. Nous vous encourageons de vous inscrire à une session de formation pour en savoir plus. Il y a le URL dans le diapositive et peut-être quelqu'un peut le mettre dans le chat. Donc, ouais, on va laisser ça avec vous. Une autre manière, un exemple des orchestres qui écologisent le secteur, qui verdit le secteur, l'Opéra de San Francisco. Donc, on a une photo de l'Opéra, mais des panneaux solaires qui ont été installés sur l'Opéra. Donc, les salles de concert sont des repères culturels et civiques. Nous pouvons utiliser nos salles de spectacle et notre infrastructure pour envoyer des messages puissants sur la transition écologique et établir de nouvelles relations avec le public, avec les politiques municipales, provinciales et fédérales. Lorsque l'Opéra de San Francisco a installé des panneaux solaires sur le toit de l'Opéra War Memorial en 2019, ça a envoyé un message fort
sur l'avenir énergétique de San Francisco, sensibilisant le public à des solutions énergétiques claires et l'incitant à s'engager sur cette voie. Les centres d'art de la scène ont plus de poids qu'ils ne pensent. Imaginez la création de coalitions d'organisations artistiques et culturelles pour défendre des engagements en matière d'énergie propre et d'autres engagements environnementaux. Le milieu culturel agisse comme des citoyens responsables en matière de climat. Un autre exemple, c'est le démantèlement du modèle homogène, eurocentrique et international de l'orchestre qui ouvre de nouvelles possibilités à établir des relations avec nos communautés tout en réduisant l'empreinte de carbone du domaine. Et un exemple, donc, on a une photo d'un, je pense que c'est un cello, mais en forme d'avion. L'orchestre, donc, les orchestres remettent en question le rôle des tournées. Il est difficile de justifier le transport aérien d'un orchestre vers un endroit qui est déjà bien desservi par d'autres orchestres. Les voyages d'avion sont responsables pour à peu près 3,5 % du réchauffement climatique et de 12 % des émissions résultantes du transport. Et en ce moment, malheureusement, il n'existe aucune alternative technologique dans un avenir prévisible pour les vols de longue distance. Donc, les tournées régionales permettent d'économiser de l'argent et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de ce secteur. Et il y a des soloistes de renom qui refusent de prendre l'avion. Un exemple, c'est le mezzo-soprano suédoise Malina Herman, la mère de Greta Thunberg, qui est une des fondatrices d'un mouvement appelé Flagskam, ou littéralement honte du vol, qui a été fondé en Stockholm en 2019. Donc, des stratégies que l'on voit réservées en bloc des soloistes, mais aussi de redoubler les relations avec nos environnements immédiats et avec le local. Alors, le mode d'améliorer le profil consiste à utiliser l'expression artistique pour communiquer des faits sur le changement climatique et sensibiliser aux problématiques associées. Normalement, nous associons cela à la programmation, mais de nouveau, leur nouveau orchestre en démarrage place le changement climatique au cœur de leur identité. Par exemple, l'Orchestre de l'Agora est une orchestre social basé à Montréal qui fait des jeunes musiciens professionnels des agents du changement social. Son Gala de la Terre annuel a permis de collecter des fonds pour plusieurs organisations de conservation et d'environnement, dont EarthDay.ca, Sierra Club et Conservation de la Nature Canada. Les orchestres sont également en train d'améliorer le profil grâce à des programmes artistiques et éducatifs liés au climat. En novembre 2021, le Saskatoon Symphony Orchestra était l'un des 14 orchestres du monde entier à prendre part à un projet de performance appelé Uncertain Four Seasons. Ce projet est une recomposition algorithmique de l'œuvre de Vivaldi élaborée par des compositeurs, des musiciens, des climatologues et des informaticiens à partir de prévisions climatiques géospatiales pour 2050. Dans la période précédant les négociations internationales sur le climat à Glasgow en 2021, le Saskatoon Symphony Orchestra a participé à un événement mondial de 24 heures de diffusion en continu qui invitait les dirigeants à signer l'engagement des dirigeants pour la nature. Les orchestres utilisent des programmes éducatifs pour établir des relations hyperlocales avec les communautés, tout en démantelant les clivages présumés entre l'art et la science. L'Orchestre symphonique de New Bedford utilise la musique pour aider les élèves à établir des liens avec le changement climatique et les sciences de l'environnement dans plus de 40 écoles primaires locales du sud-est de Massachusetts et de Rhode Island. Il utilise un modèle d'intégration artistique dans lequel un concept musical est exploré parallèlement à d'autres domaines artistiques et académiques qui partagent authentiquement le même concept. Par exemple, Resourceful Composer, Resourceful Planet a exploré les concepts de réemploi, de réutilisation et de recyclage à travers la composition musicale et des activités pratiques de réemploi du plastique. Les élèves ont appris comment les techniques de composition des compositeurs peuvent servir de modèle pour réduire la pollution plastique. Nous savons que nous ne sommes pas au courant de toutes les façons dont les orchestres canadiens mettent en avant les questions climatiques et écologiques.
Quels sont d'autres exemples? Nous vous invitons à les partager lors de notre discussion à la fin de cette session. À bien des égards, tous les projets que nous avons examinés démontrent des processus de réécriture du monde. J'aimerais vous laisser sur une appréciation de la manière dont nous pourrions comprendre l'institution d'un orchestre elle-même comme un mode de réorganisation des relations sociales. Lorsque John Luther Adams a créé Become Ocean au Seattle Symphony en 2013, le public et les musiciens ont décrit l'expérience comme celle d'une immersion collective dans un océan. C'est une chose de vivre le réchauffement de la planète à travers les gros titres ou les reportages. C'en est une autre de le vivre. Mais dans la salle de concert, les musiciens et le grand public se sont assis pendant une longue période et ont abordé ces questions ensemble, en temps réel. Il s'agit d'une expérience collective qui représente même momentanément une transformation de nos relations sociales, passant d'une culture de l'individualisme, du consumérisme, de la compétition et de la conquête à celle d'une conscience incarnée de l'interdépendance de toutes les êtres vivants sur cette planète. Nous pourrions étendre cette transformation grâce à des programmes qui transforment nos organisations en point de départ pour des parcours climatiques. Nous pouvons s'inspirer de modèles de la brigade d'artistes, des bourses rémunérées qui font des artistes des acteurs du climat, produits par The Only Animal, une petite compagnie de théâtre basée en Colombie-Britannique. C'est comprendre des formations de base, excursions, éducation au climat, et des partenariats avec des scientifiques, des militants, des journalistes et des gouvernements, ce qui conduit à des actions artistiques innovatrices. Imaginez un modèle de côté à côté, mais avec des musiciens et des citoyens actifs sur le climat, ou des organisations partenaires, ou peut-être des orchestres de jeunes. Et parlons d'autres manières de s'engager. Donc, on peut parler rapidement des finances et du gouvernance des orchestres. Donc, il est clair que les bailleurs de fonds canadiens vont se concentrer de plus en plus sur les changements climatiques et les enjeux environnementaux. Et les orchestres doivent se mettre à l'avant-plan. Donc, nous partageons juste d'une manière un peu façon anecdotique lors de nos conversations avec les bailleurs de fonds régionaux et nationaux. Et ainsi, quand on regarde le plan stratégique du Conseil des arts du Canada, que ça va vraiment dans cette direction-là. Et en ce qui concerne le développement de conseils d'administration, tenez compte des différents types de relations au sein de votre conseil d'administration et les relations avec les différents types de personnes et d'organisations au sein de celui-ci. Y a-t-il quelqu'un qui peut parler de manière compétente sur les questions écologiques et sur le climat? Est-ce qu'il y a une manière de s'assurer qu'elles sont que leurs compétences sont prises en compte dans la planification de l'organisation? Une autre manière, rapidement, c'est le sponsorship et l'investissement socialement responsable. Donc, comment envisager de modifier la stratégie d'investissement de votre fonds de dotation ou de votre fonds de retraite, par exemple? Est-ce que vos fonds soutiennent les compagnies pétrolières et d'autres compagnies très polluantes? Est-ce que vous pouvez collaborer avec des gestionnaires d'investissement responsables afin d'adopter des investissements plus écologiques et plus éthiques? Avec le sponsorship, peut-être on peut parler de renoncer au sponsorship des industries les plus responsables pour le climat, combustibles fossiles, finances, agriculture industrielle. Ça se passe déjà dans le milieu culturel. On a des exemples aux États-Unis, mais c'est quelque chose qu'on peut réfléchir. Et aussi, c'est important de profiter de ces occasions-là, de parler du sujet avec le public et de faire une déclaration publique afin d'attirer de l'attention sur le problème. Et il y a juste un titre exemple historique, considérez le retrait des compagnies de tabac, qui peut-être, vous vous souvenez que Desmauriers était partout. Ça semble un peu décourageant quand on prend cet exemple-là, mais c'est comme presque impossible. Mais c'est possible avec le temps, puis l'exemple de tabac quand même en est une très bonne. Donc,
faire un plan pour réaliser la transformation culturelle. Donc, le tabac et les effets avaient des effets néfastes sur la santé. Et juste comme, ouais, l'industrie du tabac avait des informations. L'industrie des combustibles fossiles est maintenant à l'avant-garde des campagnes de désinformation sur le climat et l'était pendant les 30 dernières années. Donc, il y a quand même un parallèle intéressant à faire entre ces deux exemples-là. Finalement, il y a les organismes et les artistes, les individus peuvent participer dans l'action politique et les relations gouvernementales. Donc, on peut s'inspirer de l'exemple en Angleterre où sont un peu en avance en termes de lobbying et de partager une stratégie sur les politiques publiques. Mais le secteur artistique et culturel, les centaines d'organisations ont signé une lettre ouverte pour une relance verte du secteur culturel. Et il y a des voix déjà au Canada qui ont des propositions similaires. Je veux juste souligner le travail de Orchestre Canada et avec leur soumission prébudgétaire qui parle de l'enjeu climatique et du rôle du milieu culturel dans la transformation de la société, mais aussi de verdir le secteur. Il y a des groupes qui essaient de faire des liens avec le mouvement climatique plus large et d'amener la voix du culture dans la discussion plus large de la transition écologique de toute la société, donc d'appuyer les voix de le mouvement climatique. Et finalement, on peut s'inspirer des jeunes, mais aussi on peut participer, on peut encourager nos membres à se joindre aux jeunes grévistes et à d'autres groupes d'action climatique. Alors, pourquoi soutenir et participer à l'ESO? La croissance de ce réseau optimisera une réponse coordonnée et efficace de notre secteur face à l'urgence climatique. Une réponse qui joue sur nos forces en tant qu'organisme artistique et culturel. Cela permettra à notre secteur de faire preuve de leadership à l'échelle nationale. Cela s'intégrera à nos importantes initiatives d'inclusion, diversité et équité et de rétablissement du secteur, rendant ce travail plus significatif et plus influent. Cela permettra de renouveler la centralité et la pertinence des arts en tant que catalyseur du changement dans un mode post-COVID. Et nous devons tous faire partie de la solution. 10 choses que vous pouvez faire dès maintenant. 1. Consacrer du temps à cette question. En tant qu'organisation, vous décidez des questions qui vous importent. Consacrez du temps au sujet que vous voulez changer ou sur lequel vous voulez avoir un impact. 2. Écoutez votre équipe. Certains membres de votre personnel, de votre conseil d'administration ou des musiciens de votre orchestre sont déjà passionnés par ce sujet. Donnez-leur l'occasion de montrer leur passion, de partager leurs connaissances et de prendre le leadership. 3. Tenez-vous pour responsable. Il se peut qu'il n'y a pas d'orientation suffisamment claire, de législation suffisamment forte ou d'exigences ciblées dans les demandes de financement pour inciter le changement à l'heure actuelle. Mais il s'agit d'un changement inévitable. Ils arrivent. Mettez en place un système de responsabilité et respectez-le. 4. Reconnaissez que la justice climatique et la justice sociale se situent sur le même spectre. Nos organisations ont toutes exploré une nouvelle croissance extraordinaire et une nouvelle compréhension de l'équité, de la diversité, des relations avec les autochtones et de l'antiracisme. Cherchez à poursuivre ce travail en ajoutant le climat à l'ordre du jour. 5. Inscrivez-vous sur la liste de diffusion de l'ESO et encouragez vos collègues à faire de même. Nous souhaitons contribuer à soutenir et à développer l'impact de notre secteur et la mobilisation des connaissances en est un élément essentiel. 6. Invitez l'ESO à faire des présentations dans vos réseaux ou dans votre région. Plus nous pouvons sensibiliser et rassembler des gens, plus nous pouvons être efficaces en tant que secteur. 7. Lisez et discutez des actualités climatiques récentes au début des réunions du conseil d'administration, du personnel et des équipes.
Vite, connectez-vous et améliorez vos connaissances sur le climat. Si vous vous informez par les journaux, vous pouvez peut-être vous inscrire à des alertes sur l'actualité climatique. Regardez qui sont les personnes qui travaillent sur le climat dans votre région. 9. Faites un brainstorming avec votre équipe pour savoir qui, dans votre communauté, raconte l'histoire du climat. Avec qui pouvez-vous vous associer? Qui pouvez-vous inviter au sein de votre conseil d'administration? Il peut s'agir d'organisations environnementales, de journalistes, de scientifiques, etc. Y a-t-il un moyen d'ouvrir une discussion avec eux? Et 10. Commencez. Et sachez que cela devient plus facile. Le mouvement est plein de solutions. Des gens formidables qui font du bon travail. Faire le travail, c'est bien, mais rester à l'extérieur à se demander si on doit faire le travail, c'est terrible. Commencez n'importe où, ça devient plus facile. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Oh, merci beaucoup pour cette présentation. Le sujet que vous avez présenté est vraiment actuel, pertinent, très important pour les orchestres, pour les musiciens et pour les organismes artistiques d'aujourd'hui. Donc, merci du fond du cœur d'avoir partagé toutes ces ressources et informations avec nous. Donc, nous allons maintenant arrêter l'enregistrement et commencer la période des questions-réponses et discussions.